comme vous n'êtes pas sans le savoir. C'est en raison des nombreuses complications et des difficultés à réussir à trouver un terrain d'entente entre nous et le gouvernement des États-Unis. Ceci était dû à l'agression des criminels américains et du régime sioniste contre l'Iran. Après de longues délibérations, nous avons finalement pris la décision de diviser les négociations en deux phases distinctes et successives. Dans la première étape, il s'agissait avant tout de parvenir à une cessation totale des hostilités et d'examiner de manière approfondie la problématique complexe du détroit d'Ormuz ainsi que celle du blocus maritime. Et des sujets liés à cela, à la libération des avoirs iraniens gelés, à la reconstruction, etc. Des questions de ce genre devaient être discutées. Nous devions négocier et parvenir à un protocole d'accord, puis poursuivre les négociations. Cela devait se faire sur une période de 60 jours afin d'aboutir à un accord final. Dans l'accord final, les questions nucléaires et la levée des sanctions seraient décidées et nous parviendrions à une conclusion définitive. C'est le chemin que nous suivons dans les négociations. Après 3 mois de négociations, qui ont commencé au milieu de la guerre et se sont poursuivis jusqu'aux 25 cordades, après avoir travaillé dur, nous avons enfin réussi à mener à bien la toute première étape de ce projet. Lors de la première étape de ce processus, l'événement le plus marquant de tous est sans aucun doute l'annonce officielle marquant la fin de ce long conflit. Et selon la décision que nous avons prise à partir de lundi matin, lorsque l'accord final a été conclu, lundi heure de Téhéran, bien sûr, la fin de la guerre a également été annoncée. Mais le début officiel de ce protocole d'accord sera à partir de vendredi. Cependant, l'annonce de la fin de la guerre a eu lieu dès ce lundi matin, et c'est peut-être le point le plus important qui est explicitement mentionné dans le protocole d'accord. La diffusion d'une annonce immédiate et totalement permanente de la fin de la guerre sur tous les fronts, à partir de vendredi au Liban, en raison de la connexion qui s'est établie entre la guerre au Liban et l'agression du régime sioniste contre le sud du Liban avec la guerre contre l'Iran. Et ces deux fronts sont devenus, d'une certaine manière, liés et interdépendants. Dès le premier jour, la République islamique d'Iran a considéré la fin de la guerre au Liban en tant que condition absolument indispensable pour mettre un terme définitif au conflit armé avec l'Iran. Au moment précis où nous avons finalement réussi à conclure un accord de cessez-le-feu, nous avons annoncé le cessez-le-feu sur tous les fronts. En insistant sur le Liban, à partir de vendredi au Liban, et maintenant que nous sommes arrivés à la fin de la guerre aussi, aura lieu au Liban. Et le point important que je veux souligner ici, c'est que, selon nous, il y a deux parties. Cet accord de principe a d'un côté les États-Unis et Israël, et de l'autre côté l'Iran et le Hezbollah. La fin de la guerre au Liban est une partie inséparable de la fin totale de la guerre. Et la fin de la guerre inclut également la fin de l'occupation. Sans le retrait des forces israéliennes, des territoires occupés pendant cette guerre, la fin totale de la guerre n'a pas eu lieu. Et il est certain que toute attaque militaire du régime sioniste contre le Liban à partir de maintenant, ainsi que la poursuite de l'occupation des territoires libanais à partir de maintenant, sont considérés par nous comme une violation du mémorandum. Cela est considéré comme une violation de l'accord.
Alexis Poulain, bonsoir. En marge du G7 en France, le président américain a annoncé que le détroit d'Ormuz serait, je cite, complètement ouvert vendredi. Et de son côté, la diplomatie iranienne a affirmé ce mardi que le blocus américain des ports a été, je cite, une nouvelle fois levé. Après des mois d'un conflit armé dévastateur, peut-on affirmer que cette issue repose sur des fondements solides selon vous ? Difficile à savoir puisque les négociations sont très fluctuantes et il y a eu de nombreuses déclarations de Donald Trump qui amenaient à croire que l'accord serait signé très rapidement et que le détroit d'Ormuz allait ouvrir à nouveau. Ce qu'on peut voir, c'est que la dynamique de dialogue est toujours là, qu'elle est importante et qu'elle est privilégiée par Donald Trump, puisqu'il avait auparavant fait entendre qu'il aurait pu recommencer les bombardements, mais on est là plutôt dans un accord qui, évidemment, se profile. La question, c'est le Liban, évidemment, et la position iranienne sur le détroit d'Ormuz, avec beaucoup de questions en suspens, qui fait qu'on ne peut pas dire aujourd'hui la rapidité avec laquelle le détroit va s'ouvrir. Si d'une part, Donald Trump affirme que le passage du détroit d'Ormuz sera libre de tout péage, de l'autre, les forces navales du corps des gardiens de la révolution islamique continuent d'exiger que les navires empruntant le détroit d'Ormuz coordonnent leur passage avec elle, et ce, malgré la levée du blocus annoncé par les États-Unis. Alexis Poulain, qui va réellement contrôler ce passage maritime stratégique ? Jusqu'à présent, clairement, c'est Téhéran qui contrôle ce passage stratégique et qui compte bien garder la main sur le détroit d'Ormuz, d'où cette question du péage, avec derrière les autorités iraniennes qui seraient les garantes de la sécurité du détroit et donc du passage dans le détroit. Côté américain, évidemment, c'était un des objectifs de pouvoir récupérer d'une certaine façon une main sur les passages des navires marchands dans le détroit d'Ormuz, ce qui serait dangereux pour le régime iranien, puisqu'une fois le détroit d'Ormuz aux mains des Américains, alors ce serait plus facile d'intensifier les frappes sur le régime iranien qui n'aurait pas le blocage d'Ormuz comme moyen de réponse immédiate. Donc clairement, les Iraniens ne vont pas lâcher Ormuz, c'est pour eux extrêmement important et ils comptent bien garder la main sur le passage des navires. Le vice-président américain J.D. Vance évoque le retour des inspecteurs de l'AIEA et un démantèlement du stock d'uranium enrichi. Mais l'Iran affirme vouloir préserver, je cite, ses principes fondamentaux. Le protocole d'accord règle-t-il véritablement la question du nucléaire iranien en tenant compte du fait que Trump a déclaré que l'accord interdit à Téhéran de détenir l'arme nucléaire et que Netanyahou, de son côté, a déclaré qu'Israël n'accepterait pas que l'Iran développe l'arme nucléaire, qu'un accord soit conclu ou non entre les États-Unis et l'Iran? On voit bien que non, la question du nucléaire est centrale. Elle était à l'origine des négociations à Genève, avant que les Américains et les Israéliens ne frappent Téhéran. Donc on revient en arrière d'une certaine façon. Et puis il y a eu de nombreuses déclarations aussi contradictoires de la part des Américains sur ce stock d'uranium qui aurait été détruit, sur les capacités nucléaires aussi de l'Iran, qui avait été bombardé par les bombardiers furtifs il y a de ça plus d'1 an. Donc on est dans le flou le plus total. Et pour Téhéran, c'est clair qu'ils ne veulent pas lâcher le nucléaire civil. Sur le nucléaire militaire, évidemment des marges de manœuvre, mais ça reste un point d'achoppement extrêmement important qui va sans doute rendre encore plus difficiles les négociations. Alexis Poulain, le directeur de la CIA, a déclaré à Trump et à d'autres hauts responsables que les renseignements recueillis par les services américains soulevaient de sérieux doutes quant à la volonté de l'Iran de consentir aux concessions nucléaires que les États-Unis cherchent à obtenir dans le cadre d'un accord définitif. À ce stade, les efforts visant à apaiser les tensions peuvent-ils être réduits à zéro ? Ils peuvent être très minimisés, on va dire, et l'Iran ne fait pas confiance de toute façon aux États-Unis dans cette négociation. Donc le régime iranien ne va pas se plier rapidement aux demandes, aux desiderata américains, sachant qu'ils peuvent être trahis à nouveau très rapidement. Et puis ça reste un enjeu évidemment de souveraineté pour les Iraniens et puis de développement économique, d'avoir accès à ce nucléaire civil. Donc clairement, cette question du nucléaire est centrale et elle va rester centrale dans les négociations. Et je ne vois pas comment les Américains peuvent faire bouger les Iraniens, ou alors il faudrait vraiment montrer une sincérité qui n'a pas été présente jusqu'à présent dans les négociations.
Pour le président américain, en cas d'attaque d'Israël contre le Liban, l'accord avec l'Iran ne sera pas remis en cause, quoique le texte prévoit l'arrêt des opérations militaires sur tous les fronts, y compris au Liban. Quel va être l'impact réel de cet accord sur le Hezbollah alors que la tension reste extrême à la frontière entre Israël et le Liban? Oui, alors clairement, le Liban semble être hors cadre, puisque Israël a décidé de continuer son opération au sud Liban et d'y aller solo contre l'avis des États-Unis. Donc ce serait difficile de mettre le Liban dans l'accord, ou alors ce serait vraiment pour empêcher tout accord, de manière stratégique. Donc on peut voir que le Hezbollah va continuer ses frappes, tout comme l'armée israélienne dans le sud Liban, malheureusement. Et c'est d'ailleurs pour ça que Donald Trump minimise la reprise des hostilités au Liban pour essayer de continuer de négocier d'un côté et puis de laisser Israël dans son opération militaire de l'autre. Il faut tout de même rappeler qu'une des conséquences directes de cet accord cadre, c'est la baisse progressive des prix du pétrole sur les marchés. En contrepartie, l'Iran devrait récupérer des dizaines de milliards de dollars d'avoirs gelés. À quel point cet accord va-t-il soulager l'économie mondiale et le portefeuille des consommateurs ? Beaucoup, oui, puisqu'on va retrouver un baril de Brent à $80, donc ça reste haut, mais beaucoup moins que ce qu'on a connu ces dernières semaines. Donc le spectre d'une inflation non contrôlée s'éloigne, ainsi que le spectre d'une crise énergétique majeure. Mais ça ne veut pas dire que Donald Trump lâche l'affaire sur le pétrole, puisque si ça peut aider les Iraniens, il a évoqué en marge des discussions du G7 que les États-Unis pourraient envisager des sanctions sur le pétrole russe et donc revoir les cours du pétrole à la hausse pour favoriser le pétrole américain, qui reste aujourd'hui un des objectifs dans cette opération de la part de Donald Trump. Donc là encore, peut-être un optimisme tempéré par à la fois le risque de voir cet accord capoter à nouveau et puis la stratégie américaine de reprendre des sanctions et de faire remonter les cours du pétrole de manière maîtrisée cette fois-ci. Alexis Poulain, comment les alliés européens, qui ont souvent été exclus des décisions unilatérales américaines, accueillent-ils ce texte ? Écoutez, les Européens font comme d'habitude dans ce cas-là. Ils ne rappellent pas qu'ils sont négligeables pour les États-Unis. Ils font comme s'ils faisaient partie de l'accord d'une certaine façon. Et en bon élève, ils flattent l'ego de Donald Trump. Au G7, on a pu voir chacun essayer de s'attirer les faveurs du président américain. Mais encore une fois, ça montre que l'Europe est de plus en plus loin dans toutes les négociations d'importance, que ce soit l'Ukraine, que ce soit le Moyen-Orient, que ce soit les négociations économiques. Les Européens, les leaders européens tentent de faire bonne figure, mais ils savent très bien qu'ils ne comptent pas et que tout se décide maintenant à Washington, à Pékin ou à Moscou. Un autre point, selon les médias, un fonds de reconstruction de l'Iran de 300 milliards de dollars pourrait être créé et l'accord entre l'Iran et les États-Unis ne prévoit pas de transfert de fonds de Washington. Cependant, des investissements d'autres pays dans l'économie iranienne sont envisageables, d'après le vice-président américain. Pourquoi les États-Unis se mettent-ils à l'écart ? Je pense qu'ils se mettent à l'écart pour garder la possibilité de sanctionner des pays qui viendraient abonder dans ce fonds si jamais les choses tournaient mal. On voit bien que si les Américains rentraient dans l'accord, ils auraient du mal à mettre en place des sanctions américaines. Je rappelle que le régime iranien est déjà sous sanctions depuis de nombreuses années, ainsi que tous les partenaires commerciaux qui voudraient aider ou du moins collaborer de manière commerciale avec l'Iran. Donc ça permet de garder cette arme des sanctions internationales pour les États-Unis, d'amener quand même d'autres pays à la table des négociations pour sortir de la crise et envisager un développement économique de l'Iran qui n'a pas été le cas jusqu'à présent puisque le pays était sous sanctions. Mais le fait que les États-Unis ne participent pas à ce fonds dit déjà tout de ce qui pourrait se passer dans les mois qui viennent, malheureusement. Merci à vous, Alexis Poulain. Je le rappelle, vous êtes cofondateur du média Le Monde Moderne et vous étiez avec nous en direct depuis Paris.